Voilà, bonjour à tous, donc bienvenue dans ce cours d'éléments de processus stochastique. Mon nom est Vincent de Noël, comme vous venez de le voir et de l'entendre. Je souhaite à tous la bienvenue. Donc j'ai une longue introduction ici pour vous expliquer un petit peu tous les détails logistiques et puis finalement fixer le contexte académique du cours. Donc pour commencer, le cours en fait se base sur une partie théorique et le support de ces parties théoriques se décompose en deux unités. Donc d'abord ce jeu de dia, où vous pourrez trouver les mises à jour sur la plateforme eCampus, et ensuite vous avez des notes de cours qui sont disponibles à la centrale des cours. Donc la centrale des cours continue de dispenser, en tout cas de distribuer aux étudiants les notes de cours. Je suppose que vous avez dû rencontrer ou vous renseigner en tout cas sur la façon dont vous pouvez prendre rendez-vous auprès de la centrale de cours pour obtenir vos notes. Donc les miennes sont disponibles là-bas aussi. Alors comme vous l'avez vu dans un mail très récent que je vous ai envoyé, le cours est organisé tous les mardis de 10h30 à 12h30. Il y aura quelques petites adaptations. Les dias du cours, ainsi que donc les explications qui seront supportées par les dias du cours, vous seront transmises à l'avance. Vous pourrez les télécharger sur eCampus avec un délai d'environ une semaine, bon, sauf la première semaine évidemment, parce qu'il faut bien amorcer le système. Vous aurez l'occasion de les regarder à votre aise quand vous avez l'occasion de les regarder. Et ensuite, pendant la plage horaire qui est la plage horaire du cours, je vais réserver la dernière demi-heure uniquement pour des questions-réponses. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir. Ce n'est pas une séance qui est obligatoire. Donc si vous venez, bien sûr, vous pouvez venir juste pour écouter aussi. C'est pas perdu. Mais ça ne sert à rien de venir en espérant que je donne beaucoup d'informations supplémentaires, il n'y en aura pas. Toutes les informations importantes vous seront transmises par email. Je pense que c'est plus important de garder une trace par email, en tout cas de tout ce sur quoi il faut échanger pour le moment. D'accord, je voudrais être certain qu'il n'y ait pas de problème de communication entre nous. Alors si vous voulez me contacter, le plus simple c'est d'utiliser mon adresse mail v.denoël@soit uliège.be, soit ulg.cbe. Je crois qu'on n'aura pas spécialement l'occasion de se rencontrer, en tout cas au moins au début du quadrimestre. Si c'était nécessaire, et vraiment nécessaire, n'hésitez pas, alors il faut qu'on fixe un rendez-vous, mais vous me contactez d'abord par email. Vous connaissez donc l'existence du plan pédagogique et donc des engagements pédagogiques du cours. Ils sont tous mis à disposition dans le programme des cours, vous le retrouverez sur le site web de l'université. Vous verrez que c'est un cours qui n'est pas valorisé à concurrence de beaucoup de crédits, de ECTS, j'en suis conscient, c'est pas un gros cours. Ceci dit, il est relativement important pour votre éveil au fait que le monde de l'ingénieur n'évolue pas dans un contexte qui est purement déterministe. Donc c'est un cours qui malgré tout est important. Il n'est pas valorisé à concurrence de beaucoup de crédits, donc j'essaye de faire le maximum pour que tout le travail qui doit être fait dans le cadre de ce cours-ci puisse être réalisé pendant les plages horaires qui sont limitées pour le cours, enfin qui sont dédiées au cours. Vous voyez qu'on a une quantité de théories et d'exercices qui sont distribués entre des séances de théorie qui couvrent les 4 premières semaines et puis un projet personnel qui couvrira la fin du quadrimestre. L'évaluation finale se fait sur la base d'un rapport de projet de groupe. Et donc cette année, comme l'année dernière, on n'aura pas d'examen écrit. Ok, j'insiste. Si vous basez sur des vieux tuyaux qui datent de plus de 2 ans, vous verrez qu'avant, on avait encore un examen écrit. On a décidé de le supprimer cette année, d'accord ? Donc ça permettra de vous alléger votre session. Et d'autant plus, comme je le disais tout à l'heure, essayez d'utiliser exclusivement les heures qui sont disposées pour le projet pour pouvoir travailler dessus. Alors pourquoi est-ce qu'on vous donne un cours de stats, proba et processus aléatoires ? Tout simplement pour essayer de parfaire un maximum votre formation au niveau du bachelier. Vous avez commencé à voir le calcul des probabilités, qui donne les bases logiques et mathématiques du raisonnement en présence d'incertitudes. Ensuite, vous avez fait des statistiques qui décrivent toute une série de méthodes qui permettent de tirer des conclusions fiables à partir de données d'observation. Vous avez eu ces 2 cours avec M. Wenkel ou bien M. Sacré. Et voilà, on est dans le 3e cours maintenant, qui est le cours de processus aléatoire, qui vise à continuer et à le parfaire davantage. Et l'objectif d'un cours de process, c'est plutôt une modélisation opérationnelle des phénomènes qui peuvent dépendre de l'espace et du temps. Donc là où vous avez vu des variables, la notion de variable aléatoire en calcul des probabilités, on va voir ici des fonctions qui peuvent être des fonctions aléatoires qui dépendent de l'espace ou bien du temps. Voilà, et alors donc l'idée après, ce sera en master, c'est ce que je disais en guise d'introduction, l'idée ce sera donc d'appliquer tous ces concepts dans les différentes disciplines. Donc en fait, ces 3 cours-là
ont pour vocation, ou avaient pour vocation, de vous transmettre une base au raisonnement non déterministe, qui est celui dans lequel on a grandi quand on a appris les mathématiques. D'accord ? Donc on essaie d'élargir un petit peu votre manière de voir les choses ou de penser. Donc voilà, l'objectif du cours, c'est de vous préparer, comme je viens de le dire, donc à l'utilisation des concepts stochastiques en master. Ceci dit, il y a une certaine volonté de rendre les choses relativement simples et appliquées, illustrées, et on essaye donc de favoriser le savoir-faire plutôt que le savoir. Donc il faudra nous démontrer à l'aide d'un projet que vous êtes capable d'appliquer les concepts statistiques probabilistes ou de processus aléatoires dans le cadre d'un projet, plutôt que de restituer un appris ou une base théorique ou trop mathématique, trop fondamentale. D'accord ? Donc vous allez voir que parfois je prendrai un tout petit peu plus de liberté, par exemple, que le formalisme que vous avez connu au début de vos années de bachelier. D'accord ? On s'approche du master, donc il est logique de tendre vers des choses qui sont un petit peu plus appliquées. Donc je prendrai parfois un petit peu plus de liberté par rapport au formalisme mathématique que vous connaissez, qui se compose de thèses, démonstrations, etc. etc. Ok, donc, et je vais essayer de l'illustrer. Je vais essayer de l'illustrer donc du mieux possible. Alors, donc dans le cours théorique, je vais essayer de limiter des démos, mais il y en aura quand même quelques-unes. Évidemment, c'est important de ne pas prendre tout pour acquis. C'est important de pouvoir savoir d'où viennent les propositions ou les formules qu'on vous propose d'appliquer. D'accord ? Donc je vais essayer de ne pas faire de trop de démonstrations ou de ne pas les rendre trop formelles, mais il y en aura quand même un minimum. Je vais essayer de privilégier l'illustration, la mise en application dans MATLAB. Alors, c'est assez sympa chaque année quand on est dans l'auditoire. Malheureusement, on ne peut pas faire ça cette année. C'est que je peux facilement basculer de mes dias à du code MATLAB et puis vous interroger dans la classe, dans l'auditoire, pour qu'on essaie de développer ensemble des petits morceaux de code ou des bouts de code MATLAB qui vont nous permettre d'illustrer les différents concepts qui sont les concepts exposés en théorie. Bon, on ne peut pas le faire ici. Malgré tout, je ferai un petit peu de montage vidéo. Vous allez voir que par-ci, par-là, dans les quelques heures de cours qui arrivent, vous retrouverez malgré tout des parties qui viennent de MATLAB. Ça permettra de rendre l'exposé un petit peu moins linéaire. Alors, vous aurez un projet, j'aurai l'occasion d'en parler beaucoup plus tard. On va vous présenter les projets à une date qui n'est pas le 18 du 2, mais qui est une autre date. Je regarde rapidement dans mon agenda. Présentation des projets le 23 du 2. Le 23 du 2, 2021. Donc vous aurez une présentation des projets. D'habitude, évidemment, c'est la même chose. Elle se fait en amphithéâtre. Ici, vous aurez quelques vidéos, donc 3 vidéos, pour les 3 projets, parmi lesquels on vous laissera la possibilité de choisir. Le cours se base sur 2 prérequis qui sont des prérequis fondamentaux, calcul des probabilités et éléments de statistique. Alors, pour fixer un petit peu plus le contexte, vous avez l'habitude de travailler avec des objets en mathématiques. La mathématique, ou les mathématiques que vous connaissez très bien, sont les mathématiques déterministes. Et vous travaillez avec une série d'êtres mathématiques, comme des variables discrètes. Je les reprends ici dans l'ordre dans lequel vous les avez apprises. Si on repense à votre apprentissage en école primaire, je dirais, on vous a d'abord appris à compter avec des chiffres, donc des variables discrètes ou des nombres entiers. Plus tard, on a vu que des nombres ou des résultats non numéraux pouvaient être formulés ou représentés de la même manière. Ensuite, vous avez appris l'axe des réels, donc les variables qui sont utilisées pour représenter les variables continues. Ensuite, en secondaire, on vous a parlé de nombres complexes, on vous a également parlé de matrices, et on vous a également parlé de fonctions, etc. Et puis on réalise des opérations sur ces fonctions. Par exemple, si je vous dis x égale 1, y égale 2, combien vaut x plus y? Évidemment, vous savez le faire. X plus y vaut 3. On vous a entraîné, dans le cadre des mathématiques déterministes, à faire toutes ces opérations. Si f seconde plus f est égal à 1 avec 2 conditions, qui sont 2 conditions limites, par exemple, que vaut f de x? Vous êtes capable de résoudre cette équation. A est une matrice que vaut A fois A. Bien, l'objectif de la pensée, si vous voulez, non déterministe, est d'essayer d'extrapoler tout ce que vous avez vu ici, mais de l'extrapoler dans un monde qui est un monde non déterministe. Par exemple, si je vous dis x est une variable aléatoire normale de moyenne 1 et d'écart type 0,5, y est une variable aléatoire normale de moyenne 2 et d'écart type 0,5, combien vaut x plus y? Ok, je reprends exactement le même problème que celui-là. La seule différence, c'est que
je le présente ici en version non déterministe. Voilà, vous avez vu dans un cours de probabilité comment faire pour additionner deux variables aléatoires. Si on dit que z est égal à x plus y, mais z, en fait, ce serait une variable aléatoire normale, dont la moyenne est la somme des moyennes, 3, et dont la variance est la somme des variances. Donc la variance de x, 0,5 au carré, la variance de y, 0,5 au carré, donc ça nous fait 1 demi. Et donc l'écart type de z, racine carrée de 1 demi, ou bien racine carrée de 2 sur 2. Voilà, ça vous savez faire. Ok, normalement vous devez être capable de faire, donc je ne vais plus rentrer dans les détails de ce genre de choses. Je donnerai peut-être 2-3 rappels. Alors l'objectif ici, dans le cadre d'un cours de processus aléatoire, ça va être de travailler avec des fonctions aléatoires. Les matrices aléatoires ne font pas l'objet du cours. Vous aurez peut-être l'occasion de travailler sur des matrices aléatoires plus tard, dans le cadre de vos formations complémentaires ou de vos recherches. Ça ne fait pas l'objet de cours ici, dans le cursus ingénieur. D'accord? Donc nous, par exemple, on va travailler avec des problèmes comme ceux-là, où on dira, ok, une variable aléatoire f, une fonction aléatoire f, quand on la dérive deux fois et qu'on ajoute la dérivée seconde à la même fonction, c'est égal à une autre fonction aléatoire, disons, qui est connue, g de x, avec des conditions limites qui, disons, sont connues aussi, soit de façon aléatoire, soit de façon déterministe. Et la question, c'est comment caractériser ou comment calculer la nouvelle fonction aléatoire. D'accord? Donc un des premiers objectifs du cours, ce sera de caractériser une fonction aléatoire. Exactement comme vous savez maintenant que les variables aléatoires, on peut les caractériser à l'aide de distributions, comme la distribution normale. Ok, on aura des concepts tout à fait équivalents pour caractériser les fonctions aléatoires. Alors après, on peut se questionner évidemment sur l'utilité ou la nécessité de passer par un formalisme non déterministe qui rend généralement les choses plus compliquées, qui parfois va un petit peu à l'encontre de la pensée de l'ingénieur, parce qu'on a le sentiment qu'on a souvent la possibilité de tout maîtriser, mais en réalité c'est plutôt le contraire. On doit dans des processus de design d'ingénieur essayer de limiter l'impact de ce qui est non maîtrisable et souvent variable et qui ne peut pas être quantifiable de manière déterministe. On essaie de limiter son impact dans notre processus de design. Mais toujours est-il, c'est que pour le faire, on en a besoin. Et donc, à la question, peut-on considérer que toutes les grandeurs rencontrées en pratique soient déterministes? Bien évidemment, non. Ça apparaissait déjà en gris clair. Non, c'est ma réponse. La vie, elle est non déterministe. Rien n'est certain. On peut pas... Rien n'est certain dans la vie. Il y a deux choses qui sont certaines, on y reviendra dans un instant. Mais à part ça, en fait, on peut le dire tout de suite, c'est qu'on est et qu'on meurt. Là, on en est certain, avec une probabilité unitaire, un jour on va mourir. Aux États-Unis, ils disent qu'il y a deux choses qui sont certaines dans la vie. Un, c'est qu'on meurt un jour, et deux, c'est qu'on doit payer ses taxes. Bon, ça après, ça devient un petit peu partie d'une autre discussion. Mais quand on réfléchit bien, tout est aléatoire. Le nombre de personnes que vous croisez dans le bus, l'heure à laquelle le bus arrive, le nombre de personnes dans un auditoire, le nombre de personnes qui quotidiennement sont affectées par un virus, pour parler de problèmes épidémiologiques, pour parler de problèmes au niveau de réactions, par exemple, de réactions chimiques, la quantité d'un produit qu'on utilise pour démarrer une réaction chimique avec un autre produit, le volume étant imparfaitement connu, va donner un résultat qui n'est pas parfaitement connu. Le processus de mélange, par exemple, de deux produits, va avoir une influence sur un résultat, et évidemment le processus de mélange est particulier. La turbulence, l'écoulement turbulent à l'intérieur d'une chambre de combustion, par exemple. L'écoulement du vent autour d'une structure. Voilà, tout ça, ce sont des choses qui sont non déterministes. Et on doit pouvoir, dans notre vie d'ingénieur, on doit être capable de prendre en compte tous ces concepts. Ça, j'en ai déjà parlé, c'est un exemple. Le cas déterministe est un cas particulier d'une variable aléatoire à variance nulle. Ça, on doit le retenir. On doit le retenir, c'est important, parce que ça, en même temps, c'est réconfortant. Ça va vous permettre de relier la pensée non déterministe à ce que vous connaissez en mathématiques depuis toujours. Donc vous venez de mettre, à l'âge de maintenant 21, 22 ans, vous venez de mettre
une quinzaine d'années pour apprendre les mathématiques déterministes, additionner des nombres, utiliser des fonctions, des matrices. Et en quelques années, on doit vous apprendre maintenant la pensée non déterministe, c'est-à-dire tout ce qui est théorie non déterministe, dont la théorie des probabilités est un exemple. Pareil pour celle des processus aléatoires. Eh bien, si dans une variable aléatoire, pour prendre l'exemple, on décide que si ceci c'est une distribution, P x de x, dont on connaît la moyenne et dont on connaît une distribution, disons un écart type, sigma x, mais si on fait tendre sigma x vers 0, on va se retrouver avec des distributions de probabilité qui sont de plus en plus pointues. Okay, je respecte une surface unitaire en dessous de la densité de probabilité. Et à la limite, on se retrouve avec une fonction de Dirac. Ça, c'est à la limite quand sigma tend vers 0. Et on a un formalisme qui est un formalisme parfaitement déterministe. D'accord, donc ça c'est assez réconfortant. Ça veut dire que le formalisme déterministe que vous connaissez est un cas particulier du formalisme plus général qui est le cas non déterministe. Donc on est en train de généraliser. Vous verrez dans les notes de cours, je fais l'analogie avec un livre ou une feuille, je ne sais plus très bien, pour vous dire qu'en fait c'est un peu comme si dans les mathématiques que vous connaissez, vous êtes en train de vous balader uniquement, disons que ceci, si c'est l'axe des réels par exemple, vous êtes en train de vous balader seulement sur l'arête du livre, et en fait le non-déterminisme fait en sorte qu'on est capable d'explorer un espace de dimension plus grande. En fait c'est un petit peu ce qu'on est en train de faire ici. Alors, pour reclasser de nouveau les choses, il y a la théorie des probabilités que vous connaissez bien maintenant, qui est la théorie qui couvre les notions de variables aléatoires. Donc ce sont tous les nombres aléatoires. Donc on peut imaginer un chapeau avec des petits papiers qui sont pliés dedans, et qui représente, donc le chapeau, avec tous ces papiers pliés dedans, représente une variable aléatoire. Et donc sur tous ces papiers, on va ressortir, si on en tire un au hasard, on va regarder, on aura un nombre. Par exemple, la température à Liège, le 1er novembre de chaque année. Okay, on va prendre un papier et on va obtenir 7,14. Puis on en prend un autre, on obtient 2,65, etc., etc. Et l'ensemble de tous ces papiers, l'ensemble de toutes les réalisations possibles, représente la variable aléatoire, avec sa distribution. Et donc toute la description des variables aléatoires, les opérations qu'on peut faire sur les variables aléatoires, comme les additionner, comme j'ai dit tout à l'heure, mais tout ça est couvert par la théorie des probabilités. La théorie des processus aléatoires, c'est la théorie qui va décrire les fonctions aléatoires. Donc on peut imaginer maintenant que si on prend un papier dans le chapeau, ce qu'on va voir sur ce papier, ce n'est pas un nombre, mais simplement ce sera une fonction aléatoire, ou un signal. Si ça dépend du temps, on dit généralement que c'est un signal. Si ça dépend de l'espace, on parlera plutôt d'un profil. D'accord, donc on parle de tout ce qui est fonction aléatoire ici. On appelle ça aussi un processus aléatoire, ce qui est exactement équivalent à une fonction aléatoire. On parle d'un champ aléatoire spatial quand ça dépend de plusieurs variables. Donc on parle d'un champ quand ça dépend à la fois de x, y par exemple, et éventuellement z. Un champ de température dans l'espace autour d'une flamme ou autour d'une explosion. Ok, donc voilà des exemples de processus aléatoires qui pourraient nous intéresser. Le profil d'une vague en un instant donné, l'accélération du sol pendant un tremblement de terre, la concentration d'un polluant dans un sol, le cours de l'indice Dow Jones, évidemment tout ce qui est boursier, tout ce qui est bancaire et financier, suit des théories qui sont tout à fait similaires aux théories que je vais vous présenter ici. L'état d'un stock de pièces détachées, le nombre de jobs d'impression envoyés, le nombre d'utilisateurs sur le web, etc., etc. Donc tout ça, ce sont des fonctions du temps qui peuvent être représentées comme des fonctions aléatoires ou des processus aléatoires. Alors, dans les jobs ou dans les missions de l'ingénieur, on a souvent 3 étapes qui viennent les unes derrière les autres. 1, quantifier une donnée. C'est-à-dire que les processus aléatoires, on devrait être capable de les représenter, de les modéliser, de les quantifier. On doit modéliser un problème, et ça se fait généralement avec des équations qui sont déterministes et qui viennent de la physique, qui viennent de la chimie, qui viennent de la mécanique, qui viennent de toutes les théories fondamentales qui sont connues. Et puis une fois qu'on a réussi à modéliser ce problème, on a souvent une entrée qui est une entrée donc aléatoire, et on a une sortie au problème qui est une sortie aléatoire qu'on doit quantifier aussi de manière aléatoire correctement. Ok, donc si
quantifier une donnée se base sur des observations. On va généralement faire des statistiques, d'abord descriptives, pour caractériser les données qui sont observées. On peut utiliser des statistiques inférentielles pour essayer de déterminer des propriétés statistiques d'une population dont a été extrait l'échantillon qui a été observé. La modélisation du problème, donc ceci c'est vraiment spécifique à toutes les autres théories que vous voyez en parallèle de ce cours de bachelier, donc ça fait partie donc, de toutes les autres théories que vous connaissez. Et puis ensuite, donc, on va faire une analyse du problème par la méthode des probabilités ou bien des process aléatoires, si on voulait évidemment être plus général. Ok. Et donc dans l'objectif du cours, on va se limiter à deux choses. La première partie, ça va être essentiellement comment caractériser et comment définir une fonction aléatoire ou un processus aléatoire. Le plus important étant sa caractérisation, exactement comme une variable aléatoire est caractérisée par sa densité de probabilité. Et quand on aura compris ça, ben il sera temps de commencer à faire un peu des opérations et à jouer sur des fonctions aléatoires. Donc qu'est-ce qui se passe quand on prend deux fonctions aléatoires, qu'on les ajoute, qu'on les soustrait? Ça c'est relativement facile. Et surtout on va regarder des opérateurs différentiels parce que ça c'est plus spécifique aux fonctions. Donc comment résoudre une équation différentielle par exemple, où le second membre serait un processus aléatoire. Exemple de problème qu'on devrait être capable de traiter. On chauffe un barreau de longueur L, de conductivité thermique connue, de chaleur spécifique connue, etc., etc. On le chauffe à une extrémité par une flamme. Le problème est modélisé par la loi de Fourier, donc c'est l'équation qui est représentée ici, que vous connaissez bien, de vos cours de transfert de chaleur, avec comme condition limite une température imposée égale à la température de la flamme. Et donc, on doit résoudre ce problème-là sur l'espace X compris entre 0 et L, donc c'est la longueur du barreau, et temps plus grand que 0, entre 0 et l'infini. On a une condition initiale, c'est qu'à l'instant initial, on connaît le profil de température à travers la barre, par exemple une constante égale à 20 degrés, si c'était la température ambiante. Et ensuite, on a deux conditions limites. On a une condition limite qui est que éventuellement, il y a un flux de chaleur qui est connu au niveau d'une extrémité du barreau, vous voyez en x égale 0. Ça pourrait être égal à 0 si c'était parfaitement isolé de ce côté-là. Mais surtout, à l'autre extrémité, on va imposer la température du barreau à la température de la flamme, qui éventuellement pourrait être une fonction aléatoire. D'accord? Donc la question maintenant, c'est, ce problème-ci, vous le connaissez, vous l'avez probablement déjà résolu dans le cadre de votre cours de transfert de chaleur. Et la question serait maintenant, si on utilise une condition limite qui est une condition limite qui est aléatoire, à quoi ressemblerait la distribution de température T de xt, donc pour tout x entre 0 et L et pour tout t positif, à quoi est-ce qu'elle ressemblerait? Bien sûr, ce serait aussi une fonction aléatoire, mais comment est-ce qu'on pourrait la caractériser? Ça, c'est un petit peu le type d'exemple de problème qu'on devrait être capable de résoudre au terme de ce cours-ci. Alors voilà l'organisation du cours. Vous aurez l'occasion de lire tranquillement ces dias-là. On va essayer de couvrir donc le premier mardi toute cette partie-là. Donc vous allez voir, c'est une grande introduction, et puis je vais commencer à vous parler des chaînes de Markov. Ensuite, je vais continuer à discuter des chaînes de Markov la semaine prochaine. On aura l'occasion en fin de séance de pouvoir faire le bilan oralement sur mon bureau life size, d'accord? Donc je vous donne rendez-vous pas ce mardi 2, mais plutôt ce mardi 9, d'accord? Donc je vais indiquer ici, ce sera la matière pour le 2 du 2 2021. Là, ce sera la matière pour le 9 du 2 2021. Et puis ici, plus discussion et séance de questions-réponses, life size de Noël à 12h. On fera la même chose ensuite la semaine suivante. Donc je vous donnerai les vidéos à regarder. Je vais essayer de me limiter à 1h30, ce sera peut-être un peu juste parce que ça veut dire que je dois speeder. Mais quoi qu'il en soit, soyez certains que je me limiterai à 2 heures de vidéo pour que vous ayez, si vous prenez un tout petit peu d'avance sur le visionnement des vidéos, mais vous aurez suffisamment de temps pour évidemment venir à mon bureau life size en fin de séance. Description des processus, ça ce sera pour la séance du 16 du 2 2021.
description des processus au second ordre et simulation de réalisation. Ce sera pour la toute dernière séance. Plus 7, nous sommes à 23. Voilà. Plus discussion sur life size ou séance de questions-réponses. Plus questions-réponses sur life size. Voilà. Alors, donc voilà notre programme prévisionnel. Le 2, le 9. Ah, je dis une bêtise, le 16, c'est le mardi gras. Donc là, ce ne sera pas le 16, excusez-moi. Ce sera le 23. Et ensuite, nous aurons le 30. Je me rends compte qu'il y a peut-être un bug ici. Ça va être à corriger. Ok, bon, ne vous tracassons pas. On se voit pour le moment chaque semaine. Je vais réviser le programme prévisionnel qui a l'air d'avoir un petit bug. Ok, donc ceci, ce sera à mettre à jour. La date de remise de projet n'est pas encore fixée. Ce sera le 4 mai 2021. Avant 20h. Ok, bon, je reviendrai sur l'agenda la semaine prochaine, comme ça, on sera certain que tout est en ordre. D'ailleurs, je reviendrai sur l'agenda en début de chaque séance pour refaire le point sur tout ce qui est détails logistiques. Alors, le cours théorique, il est donné maintenant sur LifeSize, ou bien via eCampus, je dirais plutôt, eCampus. J'espère pouvoir revenir en amphi avec vous, bien sûr, mais pour le moment, il n'y a pas de message clair qui se profile à l'horizon. Alors, les projets, d'habitude, se font dans différents bâtiments. On verra bien où se font les projets. Donc là, de nouveau, je n'ai pas indiqué ici les locaux. Ils sont de toute façon pas encore réservés. Vous ne verrez rien dans celle 4. Je vous communiquerai donc plus d'informations dès que ce sera possible. Ok. Bon, voilà. Après cette longue introduction, je vais de nouveau vous refaire une petite introduction qui est finalement plus un résumé de ce que vous connaissez de la théorie des probabilités. Et puis, on verra comment on peut faire pour commencer donc notre caractérisation de processus stochastique. On va discuter des chaînes de Markov déjà cette semaine. Et puis, donc ceci nous occupera encore la semaine prochaine. Avant d'attaquer les opérations sur les processus aléatoires et la génération de réalisation de processus. Alors voilà, l'objectif de cette première partie introductive, c'est de voir un processus aléatoire comme une extension des variables aléatoires conjointes. Donc si on le regarde en temps discret, on va voir que si on a bien compris la notion de variable aléatoire conjointe, ce que je vais rappeler, bien sûr, alors on aura bien compris la notion de processus aléatoire. On aura déjà une bonne base. Un deuxième acquis d'apprentissage pour cette première partie, c'est de pouvoir faire la distinction entre statistique d'une partie, ou ce que j'appelle stat d'un côté, ou probabilité, qui, pour moi, fait le parallèle avec des méthodes de résolution de problèmes. On a généralement deux méthodes ou deux familles de résolution de problèmes, une basée sur de la simulation et une qui n'est pas basée sur de la simulation. Donc une, si elle se base sur de la simulation, elle aura besoin de faire des stats au minimum descriptives à l'arrivée, alors que l'autre n'en aura pas besoin, elle pourra se limiter à la théorie des probabilités ou process aléatoire. Admettre l'équivalence de deux représentations d'un process aléatoire. En tout cas, la comprendre, c'est compliqué, mais vous rendre compte, en tout cas, qu'elle est là et qu'elle est disponible tous les jours, c'est excessivement important. Alors... Oh... il me manque des figures ici. Bon, on doit représenter une variable aléatoire. Donc là, je fais des rappels de ce que vous avez vu avec M. Wenkel ou bien Monsieur Sacré, qui vous ont expliqué tous les deux comment faire pour représenter une variable aléatoire. Alors pour faire ça, on doit imaginer une expérience aléatoire pour démarrer. Alors si on imagine une expérience aléatoire qui consiste à lancer une aiguille dans un cadran qui est découpé en 10 morceaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 10 morceaux qui ont exactement la même amplitude. Ok, donc mon dessin est un petit peu schématisé ou approximatif. 10 morceaux qui ont exactement la même amplitude.
Et puis, l'expérience aléatoire consiste à prendre une aiguille qui est fixée au milieu, qui est parfaitement équilibrée, qu'on lance, et on regarde dans quel morceau l'aiguille arrive, atterrit. Mais si les morceaux ont tous une taille la même, si l'aiguille est lancée dans une position originelle qui est parfaitement aléatoire, etc., etc., on peut mettre toute une série de précautions. Bien, il y a autant de chances qu'on arrive dans un état que dans l'autre. Okay, on essaie de ne pas utiliser le mot chance quand on travaille dans la théorie des probabilités ou des processus aléatoires. On parle plutôt de probabilité. Notamment ici, on va dire qu'on a une probabilité de 1 sur 10, puisqu'il y a 10 cas au total qui sont équiprobables, une probabilité de 1 sur 10 d'atterrir dans chacun des résultats. Et donc on a une probabilité de 0,1 d'obtenir un résultat qui est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc bien sûr, en fait, il y a une barre entre eux ici. On a une probabilité de 0,1 d'obtenir un résultat qui vaut 1, une probabilité de 0,2 d'obtenir un résultat qui vaut 2, etc., etc. Alors, on se rend compte que la fonction de probabilité, c'est bien, mais en fait, c'est une fonction qui est définie uniquement, ou dont le domaine de définition, si vous voulez, correspond uniquement au résultat possible de l'expérience aléatoire. Donc ça fonctionne bien quand le résultat de l'expérience aléatoire est un résultat discret, comme le lancer de dés. On lance un dé à 6 faces, on tire une lettre dans l'alphabet, on tire un mot dans un dictionnaire. Voilà, ce genre de résultat qui est un résultat discret. Mais par contre, ça fonctionne un petit peu moins bien avec les variables qui sont les variables continues. D'accord, donc on définit une autre notion qui est la notion de fonction de répartition. Et la fonction de répartition, donc autant la fonction de probabilité Px de x, je vais mettre xi, c'est égal à la probabilité que la variable aléatoire soit égale à xi. La fonction de répartition qui fonctionne avec des variables qui sont des variables numérales va nous dire que la fonction de répartition de x, okay, ici est plus xi, okay, puisque je ne regarde pas un résultat discret, ce sera la probabilité que la variable aléatoire x est plus petite ou égale à un nombre donné x. Et donc cette fonction de probabilité, fonction de répartition, va par exemple nous dire que pour petit x égale à 3,5, on a une probabilité de 0,3. 3,5, 0,3. Donc c'est une fonction, si vous voulez, la fonction de répartition, c'est une fonction que vous pouvez interroger avec comme argument n'importe quel nombre ici sur l'axe des x. Alors que la fonction de probabilité, si vous lui demandez quelle est la valeur de la fonction de probabilité en 3,5, ça rend 0. En fait, ça rend 0, oui, ok, on peut l'imaginer tel quel. Je dirais surtout que ça n'a pas de sens, puisque ce n'est pas un résultat qui est un résultat possible. Ok, donc ça c'est la notion de fonction de probabilité et la notion de fonction de répartition. Ensuite, on regarde exactement la même expérience aléatoire, donc celle qui consiste à faire tourner une aiguille qui est centrée en 0. La seule différence maintenant, oui, je pourrais le numéroter comme l'axe trigonométrique, mais peu importe. La seule différence maintenant, c'est que le résultat de l'expérience aléatoire sera représenté par l'angle avec la verticale. L'angle mesuré entre 0 et 360 degrés. Et donc, quelle est la probabilité, par exemple, d'obtenir, j'espère que ça c'est un acquis que vous avez retenu de votre cours de processus aléatoire, quelle est la probabilité que la variable aléatoire soit égale à 90 degrés? Mais en fait, elle est égale à 0. Pour quelle raison? Parce que 90 degrés est un nombre qui est un nombre unique sur l'axe des réels. Et si on regarde l'intervalle 0 à 360 degrés, des nombres comme 90 degrés, il y en a une infinité. C'est-à-dire que il existe deux résultats différents, aussi proches l'un de l'autre qu'on a envie de les considérer. D'accord? Donc la notion de fonction de probabilité perd complètement son sens, puisque la probabilité que la variable aléatoire soit égale à n'importe quelle valeur entre 0 et 360, elle est strictement égale à 0. Par contre, la fonction de répartition, elle perd pas son sens du tout. Si on demandait, ok, quelle est la probabilité d'avoir un x inférieur à 180 degrés? Quelle est la probabilité que l'angle obtenu soit inférieur à 180 degrés? Bien 0,5. On a 50% de chance, si je peux m'exprimer ainsi, que l'angle soit compris entre 0 et 180, ou soit inférieur à 180 degrés. D'accord? Donc la fonction de répartition est une fonction qui continue d'avoir tout son sens, et elle a des propriétés qui sont des propriétés intéressantes. Elle tend vers 1 à l'infini, et elle tend vers 0 en moins l'infini.
la limite vers moins l'infini égale 0. Et c'est une fonction qui est monotonément croissante. Monotonément croissante. Pourquoi? Parce que si on calcule la probabilité d'avoir x, la variable aléatoire, inférieure à 200, évidemment c'est plus grand que la probabilité d'avoir x inférieur à un nombre plus petit que 200, 180. Voilà, et alors on définit alors ensuite un autre concept qui n'est pas la fonction de probabilité, qui est un concept différent, qui s'appelle la densité de probabilité, okay, alors que les deux ici sont deux concepts qui ont le même nom, c'est la fonction de répartition. On définit la densité de probabilité comme étant la probabilité de se trouver dans un intervalle. Donc maintenant, plutôt que de regarder la probabilité que x soit égal à 90 degrés, on pourrait dire quelle est la probabilité que x appartiennent à un certain intervalle, x à x plus delta x. On pourrait regarder le cas limite dans un instant où le delta x tend vers 0, donc est un infiniment petit. Bien, la probabilité que x soit compris dans cet intervalle, si je reprends l'axe des réels, voilà x plus delta x étant positif. La probabilité de se trouver dans cet intervalle, c'est la probabilité de se trouver entre moins l'infini et x plus delta x, moins la probabilité de se trouver ici. En effet, la différence de ces deux intervalles, ça va nous donner exactement l'intervalle x plus delta x. Donc c'est égal à la probabilité que x soit inférieur ou égal à x plus delta x, moins la probabilité que x soit inférieur à x. Alors, je pourrais mettre inférieur ou égal plus la probabilité que x est égal à petit x, mais on sait que ceci est égal à 0, parce qu'on est en présence d'une variable aléatoire qui est une variable aléatoire continue. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit apparaître la fonction de répartition f x de x plus delta x, hein, puisque c'est la probabilité que la variable aléatoire soit inférieure à quelque chose, donc c'est la fonction de répartition de ce quelque chose, moins la fonction de répartition de petit x. Alors, quand on voit apparaître ceci, on est tenté de, quand on calcule surtout la limite quand delta x tend vers 0, le résultat va nous donner 0, hein, puisque la fonction de répartition elle est continue. Donc si on calcule la limite quand delta x tend vers 0 de cette fonction-là, la limite quand delta x tend vers 0 de f de x, x plus delta x, c'est égal à fx de x. D'accord, donc la limite quand x tend vers 0, delta x tend vers 0 de cette probabilité P, eh bien, inévitablement sera égal à 0. Et donc ça ne fait que traduire ce que je disais tout à l'heure. Quand je disais la probabilité que x soit égal strictement à quelque chose, ça veut dire que la variable aléatoire se trouve dans un intervalle d'étendue nulle. Et bien cette probabilité, elle est égale à 0. D'accord? Donc le 0 que vous voyez là-bas, c'est le même que le 0 qui se trouve ici. En revanche, il y a quelque chose de plus intéressant à faire, c'est que quand on voit l'expression du P qui est donnée là-bas, on retrouve l'expression d'une dérivée. Et donc on a intérêt à définir autre chose, qui est une fonction P x de x, qui est la limite quand delta x tend vers 0, x plus delta x, moins f x de x, sur delta x. Ça, c'est la dérivée par rapport à x. De fx de x. C'est la dérivée de la fonction de répartition. Ok, et ça donc c'est quoi? Mais c'est la limite, si je le réécris comme ceci, quand delta x tend vers 0, de la probabilité, je vais revenir à la définition que j'avais, hein, d'avoir x dans l'intervalle
donc c'est le P, hein, x dans l'intervalle, petit x plus delta x. Voilà. Et donc, si on réécrit ça maintenant différemment, donc on définit je vais l'écrire comme ceci, la dérivée, hein, ce qui est une notation, je pense, habituelle pour vous. Le prime signifie la dérivée de grand F par rapport à son argument petit x. On obtient ce qu'on appelle la densité de probabilité. Et son interprétation physique, donc la définition de la densité de probabilité, c'est la définition de la fonction de répartition. Et maintenant, son interprétation physique, c'est quoi ? Mais c'est juste obtenu en renversant la dernière équation qu'on a là-bas. Mais c'est que la probabilité d'avoir x dans un intervalle de dimension très petite est égale à px de x delta x, valable pour delta x très petit. D'accord, donc l'interprétation physique de la densité de probabilité, c'est qu'une fois qu'on multiplie la densité de probabilité par un petit incrément delta x de la quantité associée à la variable aléatoire, et on récupère une probabilité. Ok, donc exemple, on a donc ici la densité de probabilité, on l'obtient comme dérivée de la fonction de répartition. La dérivée de la fonction de répartition, ben vous voyez qu'elle a une pente constante entre 0 et 360. On peut calculer cette pente. Delta y, c'est 1. Delta x, c'est 360. Et donc, la valeur de la densité de probabilité, c'est 1 sur 360 degrés. Cette fonction-là donc vaut 1 sur 360 dans l'intervalle 0-360, avant la pente est nulle, après la pente est nulle. Et donc la densité de probabilité vaut 0 avant et vaut 0 après. On a une propriété intéressante, c'est que l'intégrale de la densité de probabilité est égale à 1. Et ça, c'est vrai dans tous les cas. Pour quelle raison ? Parce que, tout simplement, si on reprend la définition, ici, et qu'on intègre, on va avoir l'intégrale, je l'intègre sur R en entier, Px dx, mais c'est l'intégrale de la dérivée, donc en fait, on peut primitiver Px, ça va nous donner la fonction de répartition de x, à faire varier entre moins l'infini et plus l'infini. On vient de voir que c'était 1 moins 0 égale 1. Donc la surface en dessous de n'importe quelle densité de probabilité est toujours égale à 1. Pourquoi est-ce qu'on appelle densité de probabilité aussi ? Dernière chose. Pourquoi est-ce qu'on appelle une densité de probabilité une densité ? C'est parce que c'est une distribution, si vous voulez, on utilise le mot distribution, mais c'est une distribution de la probabilité en fonction de la valeur de la variable qui nous intéresse. C'est exactement la même chose que la distribution de la masse, par exemple, sur une tige. Imaginons qu'on ait une tige avec 2 boules. Imaginons qu'on ait une tige de 1 kg avec 500 grammes, une masse de 500 grammes à l'extrémité et une masse de 500 grammes à l'autre extrémité. Mais si on veut calculer la densité, donc la longueur, elle fait 1 mètre, pour faire simple. Si on voulait calculer la densité moyenne de cette tige, qu'est-ce qu'on ferait ? On ferait sa masse totale. La masse est égale à 2 kg. La longueur est égale à 1 mètre. Et donc la densité, ou la masse linéique, la masse par unité de longueur, égale à 2 kg, divisé par 1 mètre, est égale à 2 kg par mètre. Et si on voulait représenter la masse par unité de longueur, ou la distribution de la masse dans cette tige, qu'est-ce qu'on aurait ? On aurait quelque chose qui ressemble à ceci. En fonction de l'abscisse x le long de la tige, on a au milieu, on a quelque chose qui vaut 1 kg par mètre.
Et puis sur les extrémités, on a des masses qui sont concentrées. Donc là, je vais mettre des Dirac. 0,5 kg par mètre, c'est l'intensité du Dirac. 0,5 kg tout court. 0,5 kg, c'est l'intensité du Dirac qu'on va avoir de chaque côté. Ok, et donc là, en fait, on voit qu'on a une analogie entre la masse par unité de longueur d'une tige, qui représente une image de sa densité, la densité du matériau. Donc c'est la manière dont la quantité de masse, ici vous voyez avec ces unités des kilos, se répartit en fonction de la longueur, donc par mètre. Et là, c'est une idée avec laquelle la probabilité avec ces unités, les unités, elles n'ont pas d'unité, une probabilité n'a pas d'unité, comment ça se répartit en fonction de l'angle. Donc vous voyez qu'ici, en unité, on a des parts degrés. Donc les unités d'une densité de probabilité, c'est toujours l'inverse des unités de ces arguments. Et pour quelle raison? Parce que si on regarde de nouveau l'interprétation physique, une probabilité ici n'a pas d'unité. Si la variable qu'on est en train d'étudier sont des degrés, par exemple, parce qu'on regarde comme résultat de l'expérience aléatoire une position angulaire, la densité de probabilité, ce sera par degré. Ok, bon, je pense que j'ai plus ou moins fait le point sur la notion de densité de probabilité. Vous devriez normalement avoir bien compris ça de vos cours de probabilité. Donc je ne reste pas plus longtemps là-dessus. Voilà un petit memento qui vous résume les différentes fonctions les plus importantes. Donc, quand on a une variable continue, la densité de probabilité, c'est la dérivée de la fonction de répartition. La fonction de répartition, c'est la probabilité que la variable soit inférieure à une certaine valeur. Et l'intégrale sous la densité de probabilité est égale à 1. Pour aller plus vite, j'appelle parfois ceci PDF. En anglais, c'est Probability Density Function. Et en anglais, on appelle parfois ça CDF. Cumulative Density Function. Ça correspond d'ailleurs aux fonctions qui sont les fonctions MATLAB que vous connaissez bien pour calculer ces deux fonctions-là. Alors ensuite, en guise d'introduction, je vous ai promis de faire la distinction entre une approche probabiliste et une approche statistique. Alors pour ça, j'ai une question simple à vous poser. Elle est vraiment très très simple. C'est dans un lancer de dés, quelle est la probabilité d'obtenir un 6? Donc c'est un dé, il n'y a pas de piège, c'est un dé parfait avec les 6 faces identiques. Et donc la question c'est quelle est la probabilité d'obtenir un 6 quand on lance un dé? Je vous laisse réfléchir une seconde, mais la réponse est évidente, c'est évidemment 1/6. Ok. Comment est-ce que vous avez réussi? Comment est-ce que vous avez imaginé ce résultat-là? Vous vous êtes dit, ok, il y a 6 résultats possibles, donc ils sont tous équiprobables, donc la probabilité c'est 1/6. C'est très bien. Moi je constate et je dis que vous êtes bien éduqué, vous avez eu une éducation, une bonne éducation de base en termes de probabilité, donc vous êtes capable de répondre à cette question. Si maintenant je prends le résultat d'un dé et que je lance un dé, disons, 3 fois ou 4 fois, si je vous demande quelle est la probabilité que la somme des dés plus le plus grand des dés moins le plus petit des dés soit égal à 4, qu'est-ce que vous répondez? Là, vous vous dites, ouf, c'est plus compliqué. Là, vous vous dites, évidemment, c'est plus compliqué. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. À partir du moment où on lance 4 dés, il va commencer à falloir faire de la combinatoire pour regarder les probabilités d'obtenir chacun des résultats possibles entre 4 et 24. Après, il faut regarder une distribution conjointe avec la valeur maximale des dés, etc., etc. Donc le problème n'est vraiment pas évident à résoudre de la même manière. Alors, je reviens un tout petit peu en arrière, et je vous dis qu'il n'y a pas qu'une méthode pour résoudre ce problème, il y a une autre méthode. Si moi j'avais posé la question à ma grand-mère, qui absolument n'est pas éduquée comme vous, au niveau des probabilités, si je lui avais demandé, c'est quoi la probabilité d'obtenir un 6 quand on lance un dé? Elle m'aurait répondu, ouf, je n'en sais rien. Laisse-moi un petit peu voir. Alors qu'est-ce qu'elle aurait fait? Elle aurait pris un dé, elle aurait pris son dé favori, elle l'aurait lancé, elle aurait obtenu 2, puis 1, puis 6, puis 4, puis 6 de nouveau, puis 1, puis 5, puis 2, puis 3, puis 6, etc., etc. Et elle aurait lancé le dé un grand nombre de fois, elle aurait compté le nombre de cas favorables sur le nombre de cas au total, et elle aurait obtenu une estimation, disons si elle avait lancé le dé 1000 fois, elle aurait peut-être obtenu
172 résultats favorables, et elle m'aurait dit « Ah ben, goed basis, je pense que la probabilité d'avoir un 6, c'est 0,172. » Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait ce qu'on appelle une résolution du problème par une méthode de simulation. Ok, c'est pas interdit, c'est pas triché. L'avantage de la méthode par simulation, c'est qu'elle fonctionne dans tous les cas, et que même si on n'est pas, je dirais, éduqué, même si on ne sait pas comment aborder le problème d'un point de vue probabiliste, c'est-à-dire sans avoir recours à la simulation, il n'y a absolument aucun problème, il n'y a pas de gêne à avoir, on est bien équipé pour simuler, et on a des ordinateurs qui sont de plus en plus puissants tous les jours, donc on peut utiliser cette méthode que je vais plutôt caractériser d'approche statistique, parce qu'elle se base sur des statistiques à faire. Donc ici, il y a un comptage. Vous voyez qu'on on fait un comptage, on fait des statistiques. On pourrait essayer de faire des stats inférentielles aussi, j'en parle pas, pour avoir un indicateur de la population dont est extraite cette variable aléatoire. Ok, et donc c'est ça qui fait la différence entre les deux différentes approches qui sont possibles pour résoudre un problème. Ok, donc ceci est résumé de nouveau ici. Approche probabiliste facile, la réponse est un 6e, c'est celle que vous m'auriez normalement, et j'espère, tous donné. L'approche statistique, on l'appelle aussi par simulation, ou bien donc simulation même de Monte Carlo. Monte Carlo par référence à la ville des jeux et à la ville des casinos. Donc on simule les résultats de l'expérience aléatoire, on en a un grand nombre, on répète un grand nombre de fois, et puis on fait des statistiques. Cette approche, elle est évidemment facile à mettre en œuvre, elle est valable dans tous les cas. Elle demande plus de temps, évidemment beaucoup plus de temps, et beaucoup plus de capacité de calcul. Et donc c'est pour ça qu'on continue et on contribue à faire votre éducation en termes de modélisation probabiliste et stochastique, parce que quand vous avez l'opportunité d'utiliser une méthode qui est une méthode probabiliste, ben, il est évident que vous allez pouvoir gagner énormément de temps. Si en plus vous êtes capable de le faire de manière analytique ou semi-analytique, disons, mais vous allez gagner énormément en compréhension du problème. Alors, il y a un petit souci aussi avec l'approche par simulation ou par simulation de Monte Carlo, c'est qu'on va avoir besoin de répéter les simulations un grand nombre de fois. Alors, un grand nombre de fois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va avoir besoin d'un grand dénominateur ici pour avoir une estimation suffisamment précise. Si j'avais eu envie d'avoir une estimation ici au 4e chiffre significatif, il me fallait au minimum 10 000 réalisations. Alors c'est pas tout ça. Si ce n'était que ça va encore, parce qu'en tant qu'ingénieur, on peut prendre un petit peu de distance, et très humblement, je crois qu'on peut difficilement essayer d'évaluer des probabilités jusqu'à la 4e décimale, donc c'est pas sûr tout ça le problème. Le vrai problème, c'est que si la probabilité qu'on est en train d'essayer d'évaluer par la méthode de Monte Carlo est vraiment très très faible, par exemple une chance sur 10 000 ou une chance sur 100 000, eh bien, il y a de fortes chances que l'événement qu'on est en train d'essayer d'évaluer n'apparaisse que 0 fois sur un échantillon de taille trop petite. Okay, par exemple, si vous aviez envie de calculer la probabilité de gagner au loto, vous avez oublié le loto, je ne sais plus trop comment ça marche, mais c'est 6 boules qu'on tire, entre 1 et 42 ou 45, quelque chose comme ça. Mais si vous n'avez pas envie de faire des combinatoires pour calculer le nombre de combinaisons possibles, vous pourrez très bien imaginer qu'on simule ça par la méthode de Monte Carlo. Donc prenez votre ordinateur, vous faites un petit MATLAB qui vous tire au sort des boules les unes après les autres, vous faites 10 000 ou 100 000 tirages, et puis vous comptez le nombre de fois où vous avez obtenu le gros lot. Le problème, c'est que la probabilité de gagner au loto, donc d'avoir les 6 résultats corrects, c'est à peu près une chance sur 5,3 milliards, je dis ça de mémoire. Donc c'est-à-dire que si vous ne simulez que 5 milliards de fois, vous n'aurez évidemment pas une estimation suffisamment précise des probabilités qui vous intéressent, d'accord? Donc quand on dit que une méthode de Monte Carlo, c'est vrai, ça fonctionne très bien, mais il faut mettre ça un tout petit peu en perspective aussi, et si vous cherchez à calculer des probabilités qui sont très petites, ça va vous demander de réaliser un nombre de simulations qui est encore plus grand. Ok, donc l'approche probabiliste, en conclusion, elle est généralement plus efficace, ça c'est certain, mais ce n'est pas toujours possible. Ok, bon, voilà un autre exemple. Je prends un dé à 3 faces. Mais si je regarde sa distribution de probabilité, là voilà. Px, je me rends compte qu'il y a peut-être un bug sur l'affichage ici.
Ah non, 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 sorry, c'est deux exemples différents, excusez-moi. Donc on a effectivement bien 1/6 pour un dé. Si on prend 2 dés dont la somme, et qu'on regarde la somme des 2 dés, ben on a une probabilité 1/36 ou 1/6 ici d'obtenir les différents résultats. Donc le résultat le plus probable, évidemment, c'est d'avoir 7. Si on regarde une somme de 3 lancers de dés, les résultats les plus probables sont 10 et 11 avec une probabilité de 1/8. Ouais, ce sont des résultats qu'on peut obtenir, je dirais, relativement facilement avec des approches par combinaison, donc la notion de combinaison. Si on prend maintenant un nombre aléatoire x compris entre 0 et 1 avec une distribution uniforme, donc ça c'est la donnée du problème. Si on calcule z comme étant x plus 1, ben on va avoir la même chose mais centré en 1,5 au lieu de centré en 1,5. Si on dit z est égal à 1 sur x, on est encore capable de calculer sa distribution de probabilité ici. De mémoire, c'est 1 sur 2 racine carrée de z. À vérifier, mais c'est peut-être pas l'objectif. Heureusement, c'est peut-être pas l'objectif du cours ici. Mais si vous vouliez le vérifier, ou bien aborder ces problèmes d'une autre façon, je dis simplement, heureusement qu'il y a une approche statistique, parce qu'il suffirait de simplement simuler des réalisations de x. On les simule. On crée un vecteur x, disons, dans MATLAB, avec toutes ces réalisations-là, qui viennent les unes en dessous des autres. À chacune des valeurs, on calcule l'inverse, z égale à 1 sur x. On va avoir un nouveau vecteur concret avec toutes ces réalisations. Et puis après, si on en fait l'histogramme, en le normalisant, eh bien on a l'image directe de la densité de probabilité. D'accord, donc évidemment, résoudre ces problèmes-là par la méthode des statistiques est excessivement simple. Alors donc, ceci nous amène donc à la notion suivante de représentation d'une variable aléatoire. On a deux méthodes différentes pour représenter une variable aléatoire, soit à l'aide d'une méthode plutôt statistique, où on représente l'ensemble de toutes les valeurs possibles qui peuvent être prises par la variable aléatoire. C'est l'équivalent du chapeau dont je parlais tout à l'heure, hein, donc le fameux chapeau du magicien avec tous les chiffres qui se trouvent à l'intérieur. Ou bien, l'autre possibilité, c'est la représenter de manière plus théorique, si je peux dire. Quoique les deux sont fort théoriques, hein, puisque la représentation statistique demande a priori d'avoir un nombre infini de valeurs pour des variables aléatoires qui sont continues. Et donc dans l'autre cas, on a une représentation probabiliste qui se base sur une densité de probabilité Px de x. Dans ce cas-ci, j'ai la variable normale réduite, où le Px écrit souvent phi. C'est la notation que vous avez utilisée avec M. Wenkel ou bien M. Sacré. On peut passer d'un à l'autre en simulant des réalisations grâce à la fonction rend, par exemple dans MATLAB, ou bien rend n si c'est une variable normale, et d'autres variables si ce ne sont d'autres types de variables. Ça marche aussi pour les fonctions les distributions de Rayleigh, de log normal, etc. Et par contre, si on veut aller dans l'autre sens, on peut faire un ajustement d'une loi, et tout ceci fait appel aux statistiques inférentielles. Ok, je passe, puisque ce sont des notions que vous avez vues dans votre cours de statistiques. Les deux méthodes sont équivalentes, c'est via le modèle fréquentiste des probabilités. Alors, quelques rappels maintenant supplémentaires. C'est peut-être l'occasion de faire une pause pour ceux qui ne se sont pas encore arrêtés. Je laisse continuer la vidéo, évidemment, mais n'hésitez pas à faire un petit break une fois de temps en temps.